Brissac, le géant du Val-de-Loire. 200 pièces, 7 étages. 2 générations de Brissac y vivent. Le duc et la duchesse, et leur fils aîné, Charles-André. Je me débrouille seul du matin jusqu'au soir. Mais j'ai heureusement une femme qui m'aide beaucoup. Et puis des collaborateurs. Il y a à peu près une dizaine de personnes qui travaillent sur le château. Et donc on arrive, bien que ce ne soit pas tous les jours facile, mais à faire tourner le château. À l'époque, il y avait du service pour vous habiller. Ah ben si ça pouvait continuer, avec plaisir, parce que là, mon épouse fait la sieste et je me retrouve seul. Mais à une époque, effectivement, notamment à la cour du roi de France, il y avait les officiers de la garde-robe qui avaient chacun une fonction. Et pour la petite histoire, je crois que dans la famille, il y a eu un certain nombre de grands panetiers qui, lors des cérémonies officielles, apportaient le pain à la table royale. Aujourd'hui, il n'y a plus d'officiers de bouche, il n'y a plus d'officiers de la garde-robe, mais les vêtements festifs sont toujours aussi lourds et assez incommodes. Charles-André, le marquis, est devenu châtelain professionnel. Il gère le château, ouvert au public, pour le compte de son père, le duc, comme le veut la tradition, puisqu'il est le fils aîné. Ce samedi-là, c'est le concours annuel des vins rouges. C'est superbe, hein? La coco. Nicole, dite Tico, la gouvernante, a élevé les 5 enfants de la famille. Elle a connu l'époque où le personnel de maison restait la vie entière au service d'une même famille, nourri, logé et apprécié. Voilà, attends, ce que je vais faire. Ce que représente Nicole pour moi, enfin je dis moi, mais je pense que c'est pour mes frères et sœurs la même chose, c'est une présence affective très très forte. L'enfance, c'est un moment qui est fragile, l'adolescence aussi, et des parents, on leur demande une certaine autorité et de vous donner un coup de pied au derrière de temps en temps. Nicole, ça a été toujours la personne d'une immense bonté. Jamais je n'oublierai Nicole. Je dis, même si je vis centenaire, je n'oublierai pas Nicole. Elle est émotivement et sentimentalement aussi attachée à moi que les Brissac, si vous voulez. Le dîner des Anjou. Une crève. Enfin, je tiens pas à être mal foutu pour dimanche. Nicole est quelqu'un que je n'ai jamais vu énervé, jamais vu désagréable, impatiente, une disponibilité permanente. Je sais pas, ça fait partie des très beaux souvenirs que j'emmènerai dans la tombe, ça c'est évident. C'est ma deuxième famille, c'est vrai. Vous les avez élevés? Oui, bien sûr. L'aîné avait 9 ans, Agnès avait 9 ans, Charles-André 6 ans, Angélique avait 4 ans et Marie avait 15 mois. Et Pierre n'était pas encore né. Vous vous êtes mariée vous-même? Non. Ça ne s'est pas trouvé. C'est le destin. Je me suis donnée dans cette famille. Je les aime comme mes propres enfants. D'ailleurs, c'est pas une vie ordinaire dans la vie dans un château. C'est un peu comme du cinéma, quoi. Ah bah je vais dire que j'ai trouvé une petite femme pour Bibi, tiens. Et je vais commencer ma race des Brissac. Voilà, donc j'ai trouvé une petite chienne. Oui, bon, petit gâteau. Merci. Alors vous avez vu l'animation dans le château? Chaque maison a un style, un ton, des habitudes. L'espace domestique est fondateur. La duchesse de Brissac, Jacqueline, la mère de Charles-André, est théologienne. Elle voyage beaucoup pour les conférences qu'elle donne. Quand elle séjourne à Brissac, elle prend toujours le temps de voir Nicole. Pour moi, il n'y a pas un rôle domestique patron. Il y a une vie de famille. Nicole est venue pour m'aider à élever mes enfants il y a maintenant presque 30 ans. Quand elle est rentrée, je lui ai dit, Nicole, est-ce que vous pouvez rester minimum une année pour que mes enfants ne changent pas trop souvent de personne? Oui. Et elle est restée. Et puis oui, ça fait 25 ans ça. Ils ont 2 mères. On n'était pas plus ou moins sévères l'une que l'autre. Hein. C'était vraiment de la même façon. Ben oui, il fallait quand même se soutenir parce qu'autrement... Voilà, autrement ils auraient été à celle qui avait le moins d'autorité. Voilà, si Nicole donnait une punition, je ne la levais pas. Puis même avec la vieille femme de chambre aussi, qui était aussi une mère. Comme ils disaient, ils avaient 2 mères et c'était aussi une grand-mère, tout à fait. Oui.
N'oubliez pas vos terrasses, surtout là. Parce que je les ai mis là, moi, parce qu'elles sont fragiles. Jeanne a 86 ans. Elle est à la retraite depuis 20 ans, mais elle vit toujours ici et participe à la vie de la maison. Quand la duchesse est arrivée, Jeanne, la femme de chambre, l'a initiée à la vie de château. Jeanne est rentrée, ça fait plus de 60 ans qu'elle a été dans cette maison. Son mari y est rentré à 16 ans et mort à Brissac. Jeanne, j'espère, mourra à la maison le plus tard possible. Ça fait combien de temps que vous êtes au château? Eh bien, moi, il y a au château même 53 ans. Je connais un petit peu depuis le haut jusqu'en bas. Et dans la famille, 61 ans. Vous faites partie des gens de la maison. Je fais partie des gens de la maison, comme dit la duchesse, un peu de la famille. Je suis arrivée dans ce grand château à 18 ans. Eh bien, Jeanne, c'était quelqu'un qui était une formidable femme de chambre et une personne qui connaissait tout dans le château, ainsi que son mari. Donc, je peux dire que ça a été des amis et que c'est des amis. La discrétion et le dévouement sont les deux qualités indispensables. Jeanne connaît toutes les habitudes de la famille. C'est un peu l'ange gardien du château, qui veille à ce que la tradition se perpétue. Je travaille une fois de temps en temps. Quand il y a besoin, on m'appelle. Je travaille très peu pour rendre service. Je crois que de travailler, ça vous conserve un peu tout de même. On a quelque chose en tête, on a quelque chose à faire. On n'est pas là, peut-être inactif pendant un certain temps. Il y a quelque chose qui vous retient. Enfin, travailler, ça fait du bien. Vous avez gardé votre indépendance? Oui, quand même. Bon, on est pris, ça fatalement. On est pris, c'est pas le doute. Un jour de repos par semaine et c'est tout. Alors, ben, c'est quand même du temps de pris. Mais enfin, je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas. J'étais en famille, donc c'était ça le principal. J'ai marié ma fille ici, j'ai marié mon fils aussi. Je les ai tous mariés. Ici, je peux rester le temps que je veux. La duchesse m'a dit jusqu'à vos derniers jours. Ben, j'ai dit, on y pensera peut-être avant de s'en aller, mais enfin, c'est certain que je peux rester ici le temps que je veux. Je suis comme chez moi. Je suis là, si je peux dire, à vie. Vous comprenez? Le service domestique est un sujet tabou en France. Rares sont ceux qui acceptent de témoigner, parce qu'il faut entrer dans l'intimité d'une maison, parce que la condition domestique est un sujet complexe, ambigu, délicat. Le sujet est semé d'embûches. Brissac, samedi soir. C'est le dîner du concours des Rouges. Les maîtres d'hôtel se louent pour un soir, en brigade. Et l'on dîne sous une tente. Charles André représente la famille. Il préside le dîner. Un château sans personnel domestique permanent, voilà la réalité d'aujourd'hui. Paris, 16e arrondissement, une voie privée. Pedro a 38 ans, il est portugais d'origine. Il travaille dans le quartier depuis plus de 10 ans. Après avoir été maître d'hôtel dans des ambassades, il est au service du producteur de cinéma, Anatole Dauman. Bonjour, bonjour. Alors, comme d'habitude, exactement, il y a plus de... Ah oui, 3 petits croissants. Servir. Au pire, c'est une sorte de colonisation intérieure. Au mieux, chacun y trouve son compte. Merci, au revoir. Au revoir. C'est un choix important dans ma vie. Je crois que... Comment vous dire? J'ai tiré le bon numéro avec lui. Par contre, je ne sais pas si lui, il a tiré le bon numéro avec moi. Parce que on démarre toujours par une petite engueulade le matin. Disons que c'est une mise en route. On chauffe le moteur et après, ça se passe bien dans la journée. Là, il est 10h30. On va servir le petit déjeuner à Anatole. Il doit mourir de faim, le pauvre. C'est pour ça qu'on se sent important. Parce que si on ne fait pas le petit déjeuner, il crève. Et moi, je ne veux pas que mon patron il meure. De faim, ça se comprend. Secrétaire privé,
homme à tout faire qui essaye de faire son possible. L'étrange maison d'Anatole, partout sur les murs des trompe-l'œil. Servir est aussi un art et une mise en scène. Vous appelez qui, monsieur? Qui j'appelle? J'appelle Henri Alcan, qui j'ai une communication urgente à donner concernant la Cinémathèque Attendez, française. je vais le faire attendre. Non, 03 comme vous savez. 86. Ça fait fax et téléphone en même temps, monsieur. Il y a des ratés dans le téléphone. C'est pas que dans le téléphone qu'il y a des ratés. Dans cette maison, il n'y a que des caractères forts. Alors là, c'est brique contre brique et ça cogne. Vous en avez de la chance, monsieur. Il y a de confit de pétales de rose aujourd'hui. Comment? Vous en avez confit de pétales de rose. La confiture que vous aimez beaucoup. Lui, il veut simple, propre et bien. Alors avoir la petite veste avec la cravate, je vous en prie, monsieur, pas du tout. Pas du tout, d'ailleurs. Il me dit tout le temps, le petit déjeuner, Pedro, venez ici, j'entends pas ce que vous dites. Sinon, vous vous entendez pas, il faut faire quelque chose pour entendre. Mais moi, je reste dans ma cuisine en train de prendre mon petit déjeuner en jean de chemise normale, parce que là, je me sens à l'aise. Et lui, il est dans sa salle à manger, en train de prendre le petit déjeuner avec ses choses, le journaux, le courrier, tout ça, et on parle de pièce à pièce. Pedro, comment est-ce que vous définiriez la relation entre vous et monsieur? Vous l'appelez monsieur? Oui. On a beau être très proche ou très loin, on a beau être en famille ou pas en famille, il y a toujours une frontière à ne pas dépasser. C'est comme un mur invisible, quoi. Monsieur, ça fait une différence entre lui et moi. 3 chiffres, c'est 3 chiffres, monsieur. Il faut y penser à cela. Non, pas trop. 3 chiffres, c'est 3 chiffres. Il faut penser 3 fois. Ça va, Louis? Ah, laissez près du téléphone, Pedro, tout un tas de papiers que j'avais mis de côté pour la revue des Deux Mondes. Attendez. Voilà. Attendre. Toujours attendre. Pour le dîner, on verra. Je vous appellerai. Je passerai au bureau. Qu'est-ce que tu vas faire après pour manger? Comme d'habitude, j'invente un plat. Anna, la femme de Pedro, est une cuisinière cordon bleu. Ils vivent au second étage, dans un 2 pièces, avec leur fille, Barbara. Pedro, Hein? mets un quarto. Oui, vas-y. Vas-y, toi. J'ai le temps pour l'amener à l'école, Anna. Attends. Pedro est le fils d'un maître d'hôtel et d'une femme de chambre. Ses parents étaient au service de Madame Guerlain. De génération en génération, d'une maison à l'autre, gens de maison, de père en fils. Pedro, quand vous parlez d'ici, vous dites chez moi? C'est chez moi. C'est chez nous. C'est ma maison, c'est la maison d'Anatole, c'est la maison d'Anna, de Barbara. D'ailleurs, Barbara, des fois, elle dit à Anatole, m'embête pas, c'est ma maison et je veux pas qu'on fasse du mal à ma maison. Elle vit ça comme c'était ici. Et Anatole, il part en voyage. Il y a beaucoup de patrons, j'ai eu beaucoup de patrons qui disaient je rentre à Paris, je rentre chez moi. Doman ne dit jamais ça. Je rentre à la maison. Et des fois, on se dit, mais j'en ai marre tout le temps derrière, tout le temps. Mais quand il n'est pas là, on dit merde, il n'est pas là. Parce qu'il est Anatole. C'est comme deux frères qui se bagarrent tout le temps. Roche Pedro, c'est quand? Demain à 18h. Et ça sera à Pomereux. Non, monsieur. Parce que j'ai commencé avec des choses. J'ai commencé avec des choses plus importantes, si vous me permettez. Non, écoutez. Non. Non, le plus important. Oui. Alors après? Non, après, il n'y a plus rien. Quand vous commencez comme ça, on n'a plus envie de vous parler. Bien sûr. Non, mais c'est pas possible. On commence chaque chose. Voyons, Seigneur. Oui, d'accord. Oui. Bon. Alors,
Si j'étais seigneur, vous m'écouterez, vous me laisserez aller jusqu'à la fin. Je vous ai déjà dit, laissez les gens aller jusqu'à la fin, et après vous dites ce que vous avez à dire. Vous finissez avant, vous êtes pire que les gamins, vous. Bon, d'accord. Bon, les Roches, c'est demain à 18h, à la maison à Pomereux avec Jacques Baratier. Voilà. Vision des Roches, elle va regarder aussi. Oui. Qui va regarder? Madame Sophie. Bon, qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Ramenez tout le monde à la maison, monsieur. Prenez 30 personnes, allez. Voilà. Bon. Entendu. Alors, pour ce soir, je vous appelle plus tard, peut-être, non? Oui. Entendu. Il me casse les pieds, il est con comme un balai. Mais merde. Il faut qu'on lui dise tout d'un coup, tu sais, comme il fait d'habitude avec nous. Il nous balance tout, on ne sait pas quoi faire. Il faut que je fasse les choses une après l'autre. J'ai un sang qui est méditerranéen, donc un sang chaud. Et j'aime jamais, même quand j'ai pas raison, il faut pas que je montre que j'ai pas raison. On a l'habitude de dire « Ah, si j'avais un fils, j'aimerais bien qu'il soit comme toi ». Moi, c'est le contraire. Je dirais plutôt, si je pouvais choisir mon père, si j'avais ce choix, un jour, que ce soit comme lui. Avoir l'admiration pour tout ce qu'il a fait, pour ce qu'il continue de faire. C'est très difficile d'expliquer ce qu'on ressent avec lui. Je confonds entre amour, haine, passion. C'est tout, c'est un mélange de tout ça. Pedro a parlé d'amour-haine parce qu'il m'a entendu peut-être un jour citer Dostoïevski ou Lacan. Lacan me disait, un tel, il a encore essayé de me prouver son amour à coups de poing. Bah, évidemment, Pedro ne me donne pas des coups de poing, mais ses répliques sont souvent désagréables et, comme je vous l'ai dit, vigoureuses. Donc, ma relation avec lui passe par ça. C'est tout ce que je peux vous dire, et à part ça. Et il est charmant. J'ai des problèmes financiers, il m'a aidé. J'ai des problèmes dans ma famille, avec Anna, il m'a aidé. J'ai des problèmes avec ma fille, il m'a aidé. Il me donne des conseils tout le temps, tout le temps. Moi, je sais que je pars en vacances. Je me suis dit, cette fois-ci, je pars en vacances, je vais rester 6 semaines en vacances. Il n'y pas au début, Barbara. Au bout d'une semaine et demie, il me manque déjà. Il a un fait pour les 4 pattes garous. Ouais, c'est ce que clochard. Non loin de chez Anatole, Paris, 16e arrondissement. Une autre voie privée. Mais cette fois-ci, côté escalier de service. Suzanne a 72 ans. Toute sa vie, elle a été bonne à tout faire. Elle touche une retraite de 3 000 francs. Je suis une immigrée de l'intérieur parce que je suis bretonne. Parce que j'ai fait comme Bécassine. Un jour, j'ai pris mon parapluie et mon panier, puis je suis montée à la gare Montparnasse. Je suis arrivée à la gare Montparnasse, et puis depuis 1954, je suis à Paris. Depuis novembre 1954. Suzanne est célibataire. Elle a toujours vécu dans des chambres de bonne. Elle vit ici, au 7e étage, sans ascenseur, sans eau chaude ni téléphone, depuis 25 ans. Je souffle là. Oui. Ah oui, parce que souvent c'est les premiers qui sont les plus durs. Après, on est habitué. J'ai eu toujours conscience que j'appartenais à la classe ouvrière. J'ai surtout jamais voulu perdre cette notion-là. J'aurais pu, parce que finalement, on est coupé de notre milieu. On est transplanté chez le bourgeois. Surtout à une époque, on était logé, nourri et blanchi contre les murs, comme on peut dire, comme dans l'armée, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de plus comme dépendance que ça? Voilà mon palais. C'est un beau palais de 1001 nuits. De sa propre initiative, c'est Suzanne qui fait le ménage au 7e étage, l'étage des chambres du personnel dans les immeubles bourgeois. Elle n'est pas rémunérée pour cela.
Il faudrait le refaire, je recommencerai comme j'ai fait. Je regrette rien. Le désir d'enfant. Si je ne l'ai jamais concrétisé, ça vient aussi de moi. Hein? Donc je n'ai pas à avoir de regrets. Mais je me suis contentée d'aimer tous les enfants des autres. J'ai adoré les enfants de mes patrons, hein. Ça, alors on peut dire. Ça a été une des joies de mon gagne-pain, comme on dit. Ça devenait difficile quand l'enfant quittait le foyer familial et qu'il allait, par exemple, à la crèche, à l'école. Il commençait à entendre des choses qu'on disait dans la cour et tout ça. Et à ce moment-là, je sentais que pour l'enfant, j'étais la bonne. C'était fini. Et à ce moment-là, je partais. Suzanne connaît tout le monde au 7e. Pour certains, elle est un peu une grand-mère, celle qui les a accueillis quand ils sont arrivés en France. Ah, tu voudrais là. Il veut là. C'est le moto. Il veut faire le sportif, hein? Oui. Tu veux la moto? Bonjour, ça va? Ah, qu'est-ce que vous faites de beau, un plat philippin, là? Oui. Ah, c'est les croquettes. Les croquettes philippines. Oui. Ah oui, c'est très très bon. You speak English, madam? Non. No. Non, que le français. The job is manage. My job. Ah, job. Babysitting. Babysitting. Yes. D'accord. Leur gagne-pain, leur moyen de subsistance, c'est d'être chez des bourgeois ou pas bourgeois, enfin chez des gens, soit pour faire du ménage, soit pour garder des enfants ou des personnes âgées. Ou le travail à domicile d'une employée dite de maison autrefois, quoi. Ouais. Moi, je ne me sens pas du tout exploitée, mais par contre, je connais beaucoup qui sont exploités. Je connais beaucoup qui travaillent pour rien. Qui travaillent beaucoup d'heures sans être... Travaillent beaucoup d'heures sans être rémunérés. Depuis l'âge de 18 ans, Suzanne est une militante syndicaliste convaincue. Au début, quand je suis devenue syndicaliste, il n'y avait pas de convention collective d'employés de maison, enfin qu'il n'y en avait pas d'applicable dans tous les cas. C'est pour ça qu'on a dit employé de maison, on a voulu être employé de maison. Parce qu'on voulait que le terme de bonne n'existe plus. Hein, parce que bonne et boniche, c'est tout ce qu'il y a de plus péjoratif et de plus méprisant. Bonne à tout, quoi, bonne à rien. Hein, bon, alors bonne à tout, bonne à rien, c'est quand même pas quelque chose de très... Hein, valorisant. J'ai toujours considéré que j'étais destinée à faire ça, que c'était mon sort et que je ne pouvais pas y échapper. J'aurais souhaité faire autre chose. Et je me suis dit, il faut changer le métier. Quand on ne peut pas changer de métier, on change le métier. J'ai créé, dans ma vie, j'ai quand même créé 3 syndicats d'employés de maison. Au revoir. Retour à Brissac, dimanche matin. Je sais pas l'heure, hein. Janine habite au village. Claude la prend en voiture au passage. Elles sont femmes de ménage au château de Brissac, payées à l'heure, 42 francs 50. C'est la nouvelle génération d'employés de maison qui succède aux anciennes femmes de chambre du château. Ah oui? Ah bah oui. Ce dimanche-là, le duc et la duchesse de Brissac reçoivent pour un déjeuner privé. Janine et Claude sont de service. Vous n'avez pas eu le temps de faire le bureau, vous, Janine? Hein? Vous n'avez pas eu le temps de faire le bureau? Oh non, mais ouais. Avec tout ce qu'il y a eu. Nous, on a peut-être trop tendance à parler du château. Nous qui travaillons, on a trop tendance... Enfin, on est fiers. On est fiers de travailler. On se sent un peu chez nous. Enfin, chez nous, non, mais on a notre chez nous tout en étant à l'aise ici. Donc, vous avez vu celui-là? Hein? Non, il n'était pas avancé? Il était celui-là avant, déchiré? Non. C'est du siècle, voilà. C'est du siècle. C'est pas comme vous, hein? Vous faites pas partie des meubles. Ah bah si, 20 ans. Pas encore, moi. C'est au bout de combien de temps qu'on a fait partie? Ça fait 26 ans que je travaille ici, depuis 1971. Alors, le marquis, à l'époque, avait 9 ans.
j'habite pas au château, alors j'ai pas l'impression de faire partie de la famille quand même. Hein. C'est pas pareil. Hein. Vous aimeriez habiter ici? Oh non, oh non. Le travail c'est une chose et la vie privée c'est une autre. Hein. Il faut tout. On est quand même au-dessous d'eux. On est au-dessous d'eux, on est... Je sais pas, moi. Et quand on a fait ça toute la matinée, on est quand même fatigué. Hein. Madame la Duchesse, elle est exigeante? Non. Non, elle aime bien le travail bien fait, comme tout patron. Je trouve que c'est normal aussi. Mais comme il nous faut confiance, eh bien, ils savent qu'on va le travail, on va le faire comme ils le demandent. Alors, ils viennent pas nous embêter. Hein. Vous auriez aimé être duchesse? Ah non. Bah non, parce que alors là, je peux pas vivre ce qu'ils vivent eux, parce que c'est complètement différent. Hein. Je sais pas si j'aurais aimé j'en sais rien. Si j'aurais été dans ce milieu-là, peut-être, mais comme j'y suis pas, je dis non. Voilà. Vous préférez servir que d'être servi? Bah oui, parce que j'ai jamais été habituée à être servie, moi. C'est pour ça. Donc vous êtes bien comme vous êtes? Exactement. Ah, mon rêve, c'est faire des grands voyages, mon rêve. Où est-ce que vous aimeriez aller? Ah bah oui, dans tout le monde. Voilà, voyager dans tout le monde, c'est ça mon grand rêve. Pour voir ce qui se passe dans tous les pays. Vous allez le réaliser, ce rêve, bientôt? Ah bah ça, je crois pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas les moyens pour le faire. Au XVIIIe siècle, il n'était même pas concevable qu'un domestique puisse voyager seul. Il n'existait pas individuellement. Il était d'usage de l'inscrire sur le passeport de son maître. Bonjour, Jeanne. Bonjour, madame. Larissa, la marquise. Ah bon? Juste pas celui-là, mais là, on entend vers... Ah oui, le premier étage? Oui, il faudrait bien, il y a du verre cassé. Oui, d'accord, on va voir. J'arrive. Oui, mais attendez, on va lancer verre cassé, madame Luno. Oui, oui. On finit, là. Ramassez verre cassé. Jeanne, faut allumer les bougies? Dimanche, fin de matinée, le duc rentre de la messe. Que vous dites si c'est le vin, il est en carafe ou à servir? Le duc, il est arrivé, là. Paris. Philippe Herzog est placeur d'employés de maison. Vous avez des maîtresses de maison extrêmement organisées qui en ont fait leur métier. Ce ne sont pas des femmes qui ne travaillent pas. Ce sont des femmes qui sont à la fois le public relations et l'intendante de leur époux, de leur foyer. Elles savent exactement ce qu'elles veulent et il y a pratiquement la moitié du travail qui est déjà fait. Et là, une fois que vous connaissez un peu le mode de vie de vos clients, vous arrivez très facilement à trouver quelqu'un qui leur convient. Parce que vous voyez leur feeling et vous arrivez à faire rentrer quelqu'un qui correspond à ça. Bonjour, monsieur Herzog. Comment allez-vous? Très bien, asseyez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Donc vous recherchez un poste d'employé de maison actuellement? Oui, monsieur, je cherche un employé de maison depuis le mois de juillet dernier. Vous êtes resté combien de temps dans la même place, le plus long? Plus long, 2 ans chez 2 monsieur. ans? Oui, 2 ans. Ce qu'il faut voir déjà, c'est ce que cherche la personne. Ce de quoi elle est capable et ce qu'elle a envie de faire, ses motivations. C'est très important. Bon, vous êtes libre tout de suite ou vous avez encore quelques... Je suis disponible. D'accord. Alors, ce que je vais vous demander, c'est d'avoir la gentillesse de me montrer votre carte de résident, Oui. de sécurité sociale. Oui. Que gagne une employée? En moyenne, logée nourrie avec de bonnes références, elle peut prétendre entre 6 et 7 000 francs par mois.
sans qualification particulière. Hein. On parle en termes de coefficients normaux, une personne qui sait faire une bonne petite cuisine courante, un petit repassage propre, un gentil petit service de table, surtout être gentil avec les enfants tout en étant assez ferme et en sachant bien s'en occuper. Une personne classique normale, c'est les salaires à peu près en cours. Alors il y a encore certaines branches où les salaires sont beaucoup plus élevés, par exemple une première femme de chambre lingère, une cuisinière cordon bleu. Là, ça peut aller jusqu'à 12-13 000. Oui, bonjour, c'est Philippe Herzog. Merci. Ensuite, vous l'envoyez. Il faut la préparer. Il faut lui donner toutes les armes possibles, propres, qui sont les siennes. C'est-à-dire la mettre vraiment en état de gagner la guerre. Bonjour, monsieur Herzog. Comment allez-vous? Très bien, merci vous-même. Je vous présente Manori, madame Lévy. Bonjour, Enchantée, madame. Merci. On n'a jamais la chance de donner 2 fois une première impression. Entrez, je vous en prie. Merci. C'est agréable, il fait bon chez vous. Oui, c'est bon. Très joli appartement. La première des choses, c'est de n'avoir aucun souci d'être en harmonie avec l'entretien qu'on va avoir et disponible. Complètement disponible. La tête, le cœur, le sourire, c'est très important. Bon alors, je lui ai expliqué en gros ce que vous attendiez. Vous voyez un petit peu la maison. Oui. Elle est grande. Oui. Il faut bien l'entretenir. Oui. Il faut que ce soit fait de façon impeccable. Bien sûr. Car nous recevons beaucoup de monde. Nous avons un important relationnel. Donc sur le plan de la cuisine, Oui. vous savez cuisiner? Oui, vous madame. Savez, quelle sorte de cuisine? Je fais gratin de finnois, gratin de chou-fleur, quiche lorraine, gazpacho et cuisine française, je connais un petit peu. Il ne faut pas hésiter à dire tout ce qu'on sait faire. Il faut se vendre. Vous savez faire la cuisine? Oui, un tout petit peu, madame. Vous savez repasser au bas pour les torchons, puis les slips d'enfants? Oui, ça ira. Oui, bon, vous êtes bien gentil, on vous fera signe. Hein? Allez, au revoir. Non. Je suis excellente cuisinière de mon pays. Je dois vous dire que mon mari, de par son métier, qui est conférencier international et consultant international, Oui. reçoit beaucoup, organise souvent des réceptions. Tout ce qu'elles aiment avant tout, c'est plaire. Pourquoi est-ce qu'elles accrochent les beaux tableaux au mur? Pourquoi est-ce qu'elles sont fières de leur mari? Parce que c'est le génie du siècle. Bon, leur gosse, c'est la 7e merveille du monde, il est intelligent, il dit tout. Bon. Mais ça, elles veulent que la personne qui vient travailler chez eux l'admire. Et si cette personne ne lui manifeste pas une certaine admiration, un certain plaisir de vivre dans cette ambiance, elle ne l'apprendra jamais, immédiatement d'entrée. Ce qui est essentiel aussi, c'est d'avoir en permanence une tenue irréprochable, une présentation irréprochable. Oui, madame. Ce qu'elles appellent le courant qui passe, c'est que la personne lui dise « Ça me plairait bien, madame, d'être chez vous. » Ça y est, c'est gagné. Madame, vous la prendriez juste à partir du 1er janvier ou vous pouvez vous arranger avant? Parce qu'elle est disponible maintenant, mais moi, je peux lui trouver un extra en attendant. Ce jour-là, Suzanne, la syndicaliste, est convoquée au prud'homme. Elle y vient régulièrement depuis 30 ans. Aujourd'hui, l'affaire qu'elle plaide est une classique histoire de garde d'enfants. Ça se trouve, il y a un avocat qu'on ne sait pas. L'affaire n'est pas gagnée d'avance. Dans les couloirs des prud'hommes, on passe beaucoup de temps à attendre. Suzanne est connue. Elle se fait régulièrement interpeller par des employés de maison. Ça va bien? Vous faites dépendre les employés de maison, c'est ça? Oui, je fais surtout les employés de maison. Parce que, moi, je suis employé de maison. Parce que quand je suis tombée enceinte, vous voulez pas de moi? Ouais, j'étais enceinte. Ah, non, ça c'est un cas classique, ça alors. J'ai annoncé ma grossesse. Alors, comme on ne peut pas licencier une femme enceinte sans inventer la faute grave, voilà, il n'y a pas de faute grave. À ce moment-là, dans votre dossier, il doit y avoir des témoins faux, comme quoi je n'occupe pas bien de son des enfants aussi. Voilà. Parce que la dame, il est riche et il croit, il ne sait pas quoi faire maintenant. J'ai 2 enfants, un bébé de 6 mois et un enfant de 3 ans et demi. D'abord, il n'y a absolument aucune certitude. Suzanne en revient à son affaire du jour. Mademoiselle D est très énervée. Son ancien patron est là. Il est venu se défendre seul, sans avocat. On nous dit que vous n'avez pas trop, que vous nous avez fait des remplacements. 18 h. Le Conseil des prud'hommes est composé de représentants syndicaux des employés et des employeurs. L'employé de maison est licencié verbalement. On lui interdit de se représenter à son travail. Le licenciement, tenez-vous bien, c'était le 21 mars. On lui interdit, on la licencie verbalement.
Le motif du licenciement est difficulté de relation avec nos enfants. Vous verrez dans les pièces qu'il y a au dossier, il y a des attestations qui sont versées par ses anciens employeurs. Mademoiselle Maillard s'est toujours occupée de jeunes enfants. Et le Conseil doit savoir que dans ce contexte, Mademoiselle Maillard assurait un horaire de travail quotidien de 10 heures consécutives. Elle commençait à 8h30 le matin, terminait à 18h30. Moi, j'ai l'impression de m'être fait avoir. À la barre, en face de Suzanne, l'ancien patron. Qui était un problème réel, d'impossibilité de continuer. Dans ce cas-là, avec des enfants qui pleuraient, avec des enfants qui étaient en mauvaise santé, je n'ai pas voulu pénaliser Mademoiselle Maillard, c'est tout. Le Conseil se déclare en partage de voix. L'affaire est renvoyée devant le juge des partiteurs le 4 février prochain, c'est-à-dire le 4 février 1998 à 10h30. Banlieue résidentielle, à proximité de Paris. Je veux aller avec toi. Tu vas aller avec moi où? Acheter une maxillase? Oui. Elles sont fatiguées toutes ces filles. Bon, salut Christelle, à ce soir. À ce soir, maman. Ciao, ciao. Regarde là-bas. Maman elle va s'en aller, elle va revenir après. Christelle est la nounou. Oui, elle va revenir. Voilà, maman elle est partie. Ça Florence et Vincent Henriet sont l'un et l'autre très pris par leur métier. 3 enfants, Chloé 8 ans, Louise 4 ans et Maëlys 18 mois. Christelle, c'est une jeune fille qui a 24 ans, qui travaille depuis 4 ans, presque 5 ans chez moi. Christelle, elle prend le relais tous les jours à partir de 10h jusqu'à 8h du soir. Elle fait tout ce que je devrais faire si j'étais là. Oui. De la maison à la prise de rendez-vous de pédiatre, et surtout essentiellement à s'occuper des enfants, à les accompagner à l'école, à aller les rechercher, à les faire dîner, à les faire déjeuner, à leur donner leur bain. C'est leur maman numéro 2. Depuis janvier 1998, les aides de l'État pour la garde d'enfants à domicile ont été diminuées de moitié. Cela concerne 60 000 employeurs particuliers. J'ai écrit plusieurs lettres à Martine Aubry pour lui manifester mon mécontentement quant à la suppression de la GED, parce que je trouvais que c'était pas juste et que je comprenais tout à fait qu'un gouvernement socialiste supprime les allocations familiales, par exemple, mais que de supprimer les suppressions des charges sociales pour des particuliers, je veux dire, ça devient vraiment un luxe impayable si on doit payer des charges sociales plus un salaire, parce qu'un salaire pour une jeune fille toute la journée à la maison plus des charges sociales, à ce moment-là, dire il faut que j'arrête de bosser, parce que si je paye des charges sociales plus le salaire, ça bouffe l'intégralité de mon salaire. Autour de moi, je connais 10 nounous qui vont être licenciés. Et moi, j'ai hâte de voir les nounous descendre dans la rue. C'est difficile de concilier la vie de famille et le travail. Oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais c'est intéressant, c'est un challenge. C'est bien d'essayer de faire tout à la fois. C'est là que le rôle de Christelle prend toute sa dimension. Et on peut faire les choses qu'on a à faire sans trop penser aux enfants qui sont restés à la maison. Parce qu'on est sûr qu'ils sont bien. Christelle, on a combien de saucisses? Une chacun, ces anglais autre chose, je vous en fais cuire tout de suite. Qui est-ce qui vous a appris à faire la cuisine? Oh, toute seule. Je suis pas une grande cuisinière, moi. Je vous fais pas des lapins à la moutarde ou un bourguignon. Là, je m'y connais pas du tout. Hein. Mais les pâtes, le riz, les œufs, enfin, bon, ce qui est tout traditionnel, facile, quoi. Là, ça, j'y arrive. Hein. Je peux pas faire les gros plats. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Lily? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Ça? Ça, c'est après. Christelle, c'est une personne de toute confiance à qui je confie ce que j'ai de plus cher au monde, mes 3 enfants. C'est une lourde responsabilité que de garder 3 enfants. C'est à la fois du travail et à la fois une responsabilité morale. Il peut se passer beaucoup de choses dans une journée quand on ne contrôle pas. Les allers-retours à l'école, on traverse des rues, un enfant peut se casser la figure d'un escalier, il peut se passer énormément de choses. La poussette. Alors chacun son tour, chacun son tour. 3 enfants, c'est beaucoup. Hein. C'est vrai que quand on les a 10 heures par jour, et quand ça crie du matin au soir, il y a des moments où la tête, on sent qu'elle va exploser. Hein. À la fin de la journée, quand on a fini 20 heures le soir, là je souffle, là, je décompresse. Hein. Tous les jeudis, Christelle a les amis des filles à déjeuner. En tout, 6 filles. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais ça va pas, non? Ah non, là je rigole pas du tout, vous allez me refaire le lit. Non, là je rigole pas, là je suis très en colère après vous. Qu'est-ce
qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je suis quelqu'un qui crie beaucoup. Énormément, je crie. J'ai la permission de donner des petites fessées, mais c'est vrai que moi, mon intérêt, c'est crier. Ça, c'est mon atout. Et je crois qu'avec moi, ça marche. Bon, il y a vraiment des moments donnés où ça va durer 10 minutes, un quart d'heure. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ça va continuer. Là, je vais sévir. Là, c'est une tapette sur la main, ou alors ils sont punis sur une chaise pendant 10 minutes jusqu'à temps qu'elle soit calmée. Elle a beaucoup plus d'autorité que moi sur les enfants. Mais c'est-à-dire que moi, les enfants, je les vois le mercredi matin et je les vois le samedi et le dimanche. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie que ça soit l'éternel conflit avec ses enfants. Donc, ils savent très bien qu'ils peuvent beaucoup plus tirer sur la corde avec nous qu'avec elle. Et heureusement pour elle, parce qu'elle les a quand même 5 jours par semaine. S'ils étaient aussi exigeants avec elle qu'ils le sont avec nous, elle ne tiendrait pas le coup. Faut qu'ils soient propres, hein, les cheveux à loulou, ils vont sentir bon. Ils sont bientôt longs. Oui, ils sont bientôt longs. Allez, on va se rincer. C'est qui la première? J'aime pas l'appeler seconde maman parce que c'est un petit peu me dévaloriser, puis je pense qu'on n'a qu'une maman dans la vie. Alors Lily, on y va Lily. Peut-être que j'essaye de m'en convaincre, mais je pense que c'est illusoire de penser qu'une jeune fille qui s'occupe de vos enfants 8 heures par jour va prendre votre place. Je crois pas. Je crois pas. Je pense qu'il y a des liens qui sont tellement forts entre une mère et ses enfants. Je veux dire, quand mes enfants ont des cauchemars la nuit, ou quand ils sont malades, ils crient pas Christelle, ils crient maman. Je veux dire, je suis leur maman. J'ai la faiblesse de croire que quand je rentre le soir, il y a une espèce de débordement de joie qui n'est pas le même que quand Christelle arrive le matin. Papa, il est là. Oui, allô? Oui. Elle vous a donné la raison, le pourquoi de la chose? Si c'est uniquement une question d'humeur, ça doit pouvoir s'arranger. Vous n'êtes pas du tout une esclave, et si vous avez la sensation que vous êtes malheureuse, ben, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas continuer, c'est certain. Mais moi, de mon côté, pour l'instant, j'en ai pas. Hein. Là, je vous dis tout de suite, en non logé, j'en ai très très peu, et surtout des heures. Mon métier, en fait, c'est surtout d'assurer aussi un suivi après. C'est pas d'envoyer quelqu'un... Parce que vous savez, la période de rodage est très difficile. Les prémices, avant d'entériner définitivement, c'est ça la période très pointue. Parce que les gens ne se connaissent pas, ils n'ont pas les mêmes habitudes, ils ont réciproquement peur l'un de l'autre. Par conséquent, je suis là pour mettre de l'huile dans les rouages. Pour faire passer un mot, si vous voulez, soit de l'employeur vers l'employé, soit dans le sens contraire. Ce ne sont pas les mêmes exigences et ce ne sont plus les bonnes manières d'autrefois. Pour beaucoup. Certains les ont gardées, heureusement. Ce qui a changé aussi, si vous voulez, c'est les comportements, c'est le côté social. D'ailleurs, il y a des changements très heureux. Parce qu'autrefois, vous aviez des immeubles tout en réception, extrêmement beaux, des colonnes de marbre, etc. Avec des chambres de bonne absolument inimaginables, sordides, ces eux-là, si vous voulez. J'ai des employeurs à qui je disais, écoutez, ne logez pas, ne vous faites pas servir le soir, libérez vos gens plus tôt, parce qu'on ne peut pas décemment loger quelqu'un dans une chambre de bonne qui n'est même pas un gourbi, avec un vasisdas et l'eau, un poids d'eau pour 10 personnes sur un palier. Vous avez aujourd'hui toutes les dames qui font ça en rentrant le soir. Quand elles sont de mauvaise humeur, elles le font ostensiblement devant l'employé. Et quand elles sont de très bonne humeur, elles le font toutes seules quand l'employé est parti pour ne pas la vexer. Vous avez aussi des personnes irréalistes, surtout chez les personnes âgées, qui vous disent, écoutez, on ne reçoit plus, mon mari va à son cercle l'après-midi, j'ai quelques bridges avec des copines, mais vous savez, une femme de ménage, 3 heures par jour, ça suffit, dans un caravansérail de 400 mètres carrés, avenue Foch. Ah non, il faut un couple ou rien du tout. Ils n'ont aucune notion du temps que prennent les choses. Ils pensent qu'en soufflant dessus, c'est fait. Si vous voulez, il y a un minimum. Ou bien, il faut ne pas être servi, ou alors, si on veut l'être, il faut se doter des moyens que ça tourne et que tout le monde soit heureux. Brissac, dimanche. Pendant que le déjeuner se prépare, Charles-André, le marquis, profite de la fameuse douceur angevine avec sa femme Larissa. Ils ont 2 enfants et vivent tout en haut du château, au dernier étage, dans un appartement où ils ne sont pas servis. Ce jour-là, c'est Jeanne qui supervise. Ancienne femme de chambre, elle perpétue le savoir-faire de Louis, son mari. Pour Jeanne, le travail domestique est un travail affectif. C'est bien milieu, un petit peu à gauche. Voilà, très bien. Alors le grand à gauche, vous mettez ça ici.
Il y a toujours une place centrale, hein, tout le temps. Pour le duc, la duchesse. Ouais. L'art est la manière de plier les serviettes. Je vais en plier une. C'est un savoir-faire que Jeanne n'a pas encore transmis aux plus jeunes. C'est tout un art. Non, c'est pas ce côté-là, c'est l'autre. Mon mari, qui a été maître d'hôtel ici, a appris comment on faisait on pliait les serviettes. En face à couronne. Voilà. Ensuite, voilà. Là. Les jeunes qui ne sont peut-être pas dressés, comme on dit, comme autrefois. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont peut-être pas si malléables du caractère, vous comprenez? Ils ne cessent pas faire de la même façon. Vous employez le mot dresser. Ben, dresser, c'était un méchant mot. C'est-à-dire les former, voilà ce qu'il faut dire. À l'époque, on disait dresser. Oui, peut-être, c'est possible. Oui, il faut bien le dresser. Oui, oui. C'était peut-être plus dur, et ça voulait bien dire ce que ça disait. Les invités, un couple de médecins australiens. La duchesse est allée les chercher à la gare. Le duc les attend dans le fumoir. How are you? Hello. Hello. Nice to arrive here. You had a good trip? We did, man. Thank you. You are coming from what? We're first from Nantes this morning. Just Nantes. You were at Nantes. Yes. Le ménage le matin, le service à midi. Claude se prépare, c'est elle qui sert à table. Vous pouvez aider à mettre mon tablier, Jeanne? Jeanne? À croiser derrière, ou Janine? Janine? Vous pouvez aider à croiser le tablier? Non, mais ça y est, ça a été. Ah, attendez. On en voit pas beaucoup d'ailleurs. Non, non. Il est déchiré. Bah, une petite, j'ai dû me prendre dans quelque chose. Maybe you want to put out your coat. Yes. Thank you. To put that. Where should we put it? Here? Yeah, Should we give it to me. We're going to put it there. Bon, je vais voir là-bas hein, s'il y a besoin ou pas. Si c'est déjà fait, ça se trouve. Faites de présence et puis vous verrez bien. Oui, oui. L'actuel duc de Brissac, le 13e, François, est président du Jockey Club. Il est aussi grand maître des Hospitaliers de Saint-Lazare et grand chasseur. À la fin des années 50, il a fait du château de Brissac, alors inhabité, sa résidence principale. Je suis venue un peu plus tard. Vous voulez manger dans combien de temps? Oh, ben, c'est quand Jeanne sera prête. Quand Jeanne sera prête? Le château est la propriété de la famille depuis 500 ans. Louis XIII et Marie Médicis ont séjourné ici. Madame la duchesse est servie. Ah, il ne me reconnaît pas. Allez, on va aller à table. C'est chaud, ma. C'est chaud? Ben, ça va aller mon torchon là? Vers là. Oui. Mais par ici. Oui, mais c'est assez chaud mon... De quoi? Ma serviette, ça va être assez épais. Ah ben j'entends bien, vous avez ça à l'usage. La reine d'Angleterre et la reine du Danemark ont été reçues à Brissac, à cette même table. Nicole, la gouvernante, fait partie des convives. Admise à table à l'origine pour surveiller les enfants, elle a désormais sa place dans la famille. Du coup, Nicole est elle-même servie, ce jour-là, par Claude. On sert les femmes en premier. Alors, les femmes invitées en premier et la duchesse en dernier. Et après, je passe aux hommes et monsieur le duc en dernier. C'est ici que j'ai appris à servir comme ça. Pour eux, je suis pas là, si vous voulez. Je suis presque un fantôme. Pour moi, parce que disons que je dois pas parler pendant le service. C'est pas toujours évident. Un grand dîner, c'est un petit peu comme sur une scène de théâtre, n'est-ce pas? C'est ça le vrai raffinement. Et d'abord, ça va. Les mets vont avec la table, qui va avec la conversation. Ça aussi, il y avait l'art de la conversation. Les repas, c'était un cadre social. Et il y avait toutes les générations dans ces châteaux qui étaient représentées. Il y avait le grand-père, il y avait... chacun avait sa place dans le jeu social.
Quand je fais une erreur à table, je regarde même la duchesse. Je suis toujours observée dans ces cas-là. Et moi, je la regarde aussi. Voilà, on avait oublié la moutarde. Ah bah ça va. Je savais que monsieur le duc allait réclamer la moutarde en plus. En général, un grand maître d'hôtel ne parlait jamais à table. Louis était absolument impassible. Je me souviens d'avoir vu Louis une fois sourire parce que mon mari racontait une histoire très très drôle. Et c'est la seule fois que j'ai vu Louis sourire. La duchesse parle de Louis, le mari de Jeanne, aujourd'hui disparu. Pour le voir en pied. Je n'ai pas tellement de photos de lui. C'est drôle, il n'aimait pas tellement ça. Oui, voilà. Il est rentré à 18 ans et chez les ducs de Brissac, autrefois, on ne voulait que des grands personnages. Pour avoir à table, c'était plus pratique de servir les convives étant grands que d'être petits, passer par-dessus la chaise. Alors lui était très grand, 1m85. La tenue anglaise pour le midi et la tenue le soir. La tenue avec la queue de pie. Alors là, il représentait, je vais vous dire. Les grands serviteurs, c'était des seigneurs, c'était des grands seigneurs. D'abord parce que c'était un grand maître d'hôtel, c'était un personnage dans une maison. Ça, c'était un petit peu quand les maisons étaient montées. C'était vraiment un personnage, et quelquefois un personnage pas facile. Hein. Mais c'était des gens extraordinaires, c'était des goûteurs de vin, ils connaissaient. D'abord, ils restaient toujours dans une maison. Donc c'est vous dire que c'était des gens qui faisaient intégralement partie de la famille. Hein. On peut toujours tout raffiner, même des assiettes en carton, on peut les raffiner si elles sont jolies. C'est plus un art de vivre qu'un luxe, parce que le luxe, c'est une chose un peu compliquée, mais c'est un art de vivre. Et c'est un art de coup d'œil aussi. C'est important. La condition des gens de maison a évolué. Dans le mot domestique, il était sous-entendu qu'on était attaché à une personne. Dans l'expression employé de maison, on se considère plutôt comme au service d'une maison. Gilbert fait partie de la famille Rothschild, comme Jeanne fait partie de la famille Brissac. Son père était chauffeur, sa mère gardienne. Gilbert est aujourd'hui à la retraite. Voici l'endroit où j'ai été élevé. Et mes parents habitaient un petit pavillon à côté, à l'entrée du parc. Et puis ma femme a été élevée dans le château, par contre, parce que son père étant maître d'hôtel, elle habitait le château. Et moi, je faisais partie du domaine. Tout était pour un luxe, mais c'était un domaine qui était parfaitement rodé, tout le monde était à sa place, tout travaillait. Il y avait environ, en 1937, je crois qu'il y avait encore 135 personnes sur le livre de paye. Le château du baron Robert, le père d'Élie, n'est plus la propriété des Rothschild. C'est désormais un lycée professionnel. Tous les corps de métier étaient représentés. Il y avait les jardiniers, les palefreniers, les bûcherons, tout un serrurier. Mon grand-père était toujours charron. Il y avait 2 menuisiers, et les chauffeurs, maître d'hôtel, naturellement, valet de pied, fille d'office, homme de peine. Et tout ça marchait très bien. Bien, t-shirt. Alors ça va, Paul? Ça va, oui. Ça se ramasse tout doucement. Ça se ramasse tout doucement. Hein. Oui. C'est à peu près pas très sec, mais enfin c'est... Non, mais ça va quand même. Mouillé, c'est pas lourd. Les gars, ils ont un peu de mal à souffler, mais ça va oui, quand même. Ça colle un peu. Ouais. Le domaine actuel est à première vue plus modeste. Après la guerre, le baron Élie a préféré s'installer dans une maison à dimension humaine. C'est une petite maison de campagne. Mais comme dans un chef-d'œuvre, la perfection doit rester invisible. C'est ici que 2 fois par an, toute la famille se retrouve. En 81, la banque Rothschild a été nationalisée. Et le baron Élie a préféré aller travailler chez ses cousins anglais plutôt que de pointer à la NPE, dit-il. Voilà la maison de Gilbert, située à l'entrée de la propriété. Il y vit avec Jeannette, sa femme, ancienne lingère. Le baron Élie ne concevrait pas qu'ils aillent vivre ailleurs. Faire partie de la famille, c'est rester toute la vie. Plus qu'un métier, c'est un véritable choix de vie. Ça fait 110 ans que ma famille est au service des Rothschild. Dans ma famille, il y a quelqu'un au service des Rothschild. Et quelquefois, même plusieurs tout à la fois. Parce qu'à un moment donné, il y avait mon beau-père qui était encore ici. J'étais là, mon père était chauffeur. Puis ma femme, ma belle-mère, on était tous là.
Et le baron Élie a demandé ce que je vienne, avec mon beau-père, apprendre le métier de maître d'hôtel. J'ai donc quitté la menuiserie et je suis venu faire le maître d'hôtel. J'étais très inquiet parce que c'est un travail que je n'avais jamais fait. Un maître d'hôtel, pour moi, c'était un grand monsieur, bien habillé, dans un château. J'ai dit, j'arriverai jamais à faire ce truc-là. Le baron Élie m'a mis tout de suite à l'aise. Il a dit, tu as bien appris à porter une planche, tu apprendras bien à porter un plat. Voilà comment ça s'est passé. Et ça fait 41 ans que nous sommes ici. La chasse est une tradition. Depuis toujours, Gilbert a l'habitude d'accompagner le baron Élie. Quel est votre rôle exact quand vous partez à la chasse avec monsieur le baron? Je fais le chargeur, je fais son chargeur. C'est-à-dire que je porte le matériel, la sacoche et les cartouches, et je m'installe et je charge assis. J'ai un petit pliant, je m'installe sur mon pliant, la cartouchière sur le ventre, et puis je mets les cartouches dans le fusil, je le passe à monsieur le baron, et puis j'attends avec le deuxième fusil chargé. Dès qu'il a tiré pan-pan, il me balance son fusil, je le rattrape et je lui envoie l'autre. Il n'a plus qu'à tirer pour les oiseaux suivants. Nous voulons voir Gilbert dans sa tenue de maître d'hôtel. Mais il est à la retraite depuis 10 ans. Exceptionnellement, le temps d'un repas, Gilbert accepte de retrouver tout son savoir-faire. Nous sommes autorisés à filmer côté cuisine, uniquement. Bon, si on me demande, chef... oui, mais je vais vous en donner. Si on me demande, chef, vous dites que je suis à la cave, je suis parti décanter. Bon, déjà, dans l'enfance, ou même n'étant pas dans le métier, maître d'hôtel, c'est un grand monsieur qui commande tout un château, tout un palais, et qui ordonne le tout. Quand j'ai été dans le métier, que j'ai appris, j'ai dit, je pensais que c'était plus compliqué que ça. Il n'y a qu'à faire le service de table, astiquer l'argenterie, mais enfin, il faut que chaque chose soit à sa place. Ça ne souffre pas la médiocrité. On ne peut pas, ça serait un affront pour les maîtres ou maîtresses de maison s'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le service. On ne peut pas renverser la carafe sur la table. On ne peut pas. Il y a tout un tas de choses. Il faut avoir beaucoup de tête, penser à tout. Le pain est bien grillé, le vin est bien chambré. Est-ce que tout est en ordre? Est-ce que là, ça va suivre? Vous prévenez la cuisine. Voilà, j'annonce le déjeuner. Son plat doit annoncer le déjeuner. J'ouvre les portes du salon. Je dis, Madame la baronne est servie. Je repars à la cuisine, je prends le plat et je le passe à la salle à manger. Si c'est pas beau, ça. Chef, je vais faire un menu. Il n'y a rien de changé? Non. Alors, on dit toujours truffe au champagne, poularde de Bresse rôti. Oui, enfin non, braisé. Braisé, enfin je ne le mets pas. Aux légumes glacés, voilà, salade et omelette Rothschild. Bien, monsieur. Merci, chef. Avec mes beaux-parents, quand nous nous sommes mariés, nous avons été une dizaine d'années sans nous parler. Je n'étais pas très bien considéré parce que moi j'étais le fils du charron et que ma femme était ma future femme. Et mademoiselle Ravet était fille du maître d'hôtel. C'était la hiérarchie, le maître d'hôtel, c'était le maître du château. Ce sont des types merveilleux et qui autrefois, il y a encore 10 ans, étaient magnifiquement payés. Il faut dire que ces gens-là ne retrouvent pas souvent les postes. Parce qu'ils ont été tellement l'âme d'une maison que quand ils se trouvent licenciés, ils ne se réadaptent pas dans une autre maison. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font des extras. C'est-à-dire que quand j'ai des amis ou des clientes, si vous voulez, qui me disent, voilà, il nous faudrait quelqu'un, on a un dîner, tel jour, etc. Bon, quelqu'un, je fais appel à eux, et ils arrivent avec leur tenue, avec tout ce qu'il faut, et je sais que personne ne sera déçu. Et quelquefois, eux m'appellent le lendemain en me disant, monsieur, je vous remercie, c'est très gentil, vous m'avez envoyé chez madame Duntel, je n'y retournerai pas. C'est pas une maison, monsieur, c'est pas pour moi. Il y a un snobisme, souvent beaucoup plus fort, de la part du personnel, et on ne peut pas leur en tenir rigueur que de la part des employeurs. Chica. Paris, 16e arrondissement. Les va-et-vient sont constants, de la maison d'Anatole à la loge de Franceline. Entre Portugais, on se soutient et on s'entraide. Franceline a 51 ans. Elle habite en sous-sol. Son mari tient la loge de concierge de la petite voie privée. Elle aussi, comme Pedro, fait partie de la famille d'Anatole.
Quand je venais en France, j'étais très jeune. Et j'ai peur de mon père, je n'étais pas allée au Portugal. Et je m'occupe de lui vraiment comme un père. Voilà. Donc il faut que les chemises soient bien repassées. Ah, que les chemises sont bien repassées, que les pantalons c'est bien avec les plis. Moi j'aime bien. Tous les jours, je donne son coup de fer. J'avais ce souvenir d'une phrase de Malraux tout à fait à la fin de sa vie, lorsqu'il habitait à Verrières-le-Buisson, après la mort de Louise de Villemorin, où il n'avait plus pour compagnon que de très nombreux chats. Et la nièce de Madame de. Et la nièce. Et il avait le même jardinier que moi. Et alors il avait posé cette question, savez-vous ce qu'est le luxe? Et on attendait une réponse étonnante et fulgurante à la Malraux, et il avait répondu, le luxe, ce sont les domestiques. Que je n'aime pas ce mot. Domestique, c'est quoi ça, domestique? Chez moi, au Portugal, domestique, vous savez ce que c'est? C'est quand on a des bêtes. Et on dit, c'est des animaux domestiques. On nous apprend ça à l'école, parce qu'ils obéissent. Si c'est ça obéir, je suis domestique. Alors si c'est juste pour le nom de domestique, parce que le plaisir d'être commandé, non. Non, parce que ça n'existe pas. Pour Domon, c'est pas... Il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de domestique, c'est collaborateur. Je collabore à ce qu'il fait, je l'aide. Point final. Même pour Anna, il n'a jamais dit c'est ma cuisinière. Et il a toujours ce mot qui revalorise. Je ne l'appelle pas domestique, je l'appelle ma fille, parce que je suis paternaliste. C'est une Portugaise qui est depuis 12 ans ma collaboratrice la plus fervente. Parce que je rends hommage à sa bonne chair, que j'écris CH. À partir du moment que vous travaillez pour quelqu'un, c'est toujours un domestique. Vous comprenez ça? Vous êtes une domestique. Moi, je suis une domestique. Tout le monde qui travaille pour une personne, nous sommes domestiques. Mais ici, on est entre familles, on est entre copines. Je ne vois pas la raison qu'on soit domestique. Anatole dit que vous essayez de le dominer. Ah bah oui, il faut bien qu'on le domine. Il faut bien qu'on le domine, parce que sinon on va travailler samedi, dimanche et tout. Jusqu'ici, c'était les employés qui étaient les exploités des patrons. Maintenant, c'est les patrons se disent qu'ils sont exploités par les employés. Moi, j'aime bien ça. La voiture de Pedro est encore plus belle que celle de son patron. Ce soir-là, il décide d'aller chercher Anatole à sa maison de production pour le préserver du mauvais temps. C'est une attention particulière, une initiative personnelle. On y va, Anatole? Au revoir, Jean-Noël. Au revoir, Jean-Noël. Anatole Doman est l'héritier d'une riche famille polonaise. Il a toujours été servi. Cuisinière, femme de chambre, gouvernante d'enfants. Oui, j'avais une gouvernante qui m'a servi autant que desservi. C'était un substitut de ma mère, le mot le dit bien, gouvernante, n'est-ce pas? Ma mère m'avait dépêché quelqu'un qui devait exercer le pouvoir quand elle n'était pas là. Le pouvoir et le charme. Alors pour le charme, elle en était plutôt dépourvue physiquement. Et je n'ai jamais ressenti d'attirance pour elle, bien que mes sens soient éveillés très jeunes, vous vous en doutez. J'ai pu opter très jeune pour cette opinion de la société sans classe. Et cette société sans classe, malheureusement, elle n'est pas nombreuse. Elle n'est pas nombreuse. Les ouvriers étant des petits bourgeois ratés pour la plupart. Vous ressentez une différence de classe avec Pedro?
pas du tout. Je vous dis avec personne. Pour moi, il y a la racaille et les autres. Ce que j'appelle la société sans classe. Et Pedro ne fait pas partie de la racaille. Est-ce qu'il fait partie de la société sans classe? C'est un migrant, un émigré. Peut-être arrivera-t-il un jour à occuper sa place dans la société sans classe, mais moi, je ne le connais pas de classe déterminée, je ne connais que son obstination, qui est infernale. Mon cher Pedro, ne prenez pas trop soin de moi parce qu'on vous prendrait pour un laquais. Le style des dîners, chez Anatole, c'est le mélange des genres. On fait se rencontrer scientifiques, comédiens, philosophes. Pedro a la responsabilité du plan de table. Anatole lui fait toute confiance. Souvent, Anatole arrive alors que ses invités sont déjà là, accueillis par Pedro, en maître de maison. Barbara, si tu me casses un verre, tu vas avoir des problèmes. Tu comprends? Je sais pas. Bon. Alors regarde, quand tu seras raconte, tu feras la même chose peut-être. C'est bon? L'accueil, c'est la gentillesse et le sourire, mais c'est les clés. Madame Irène, comment on va? Aujourd'hui, je suis allé voir notre glacier, il n'y avait pas de glace. Au café. Pascal? Ah, il n'en avait pas? Il y avait pas Si vous m'aviez dit, j'en ai. Irène, la sœur d'Anatole, est une habituée. Elle habite non loin, elle vient en voisine. Je vous donne. Et monsieur le comte, il est toujours au château? Toujours au château. Mais il est à l'hôtel, à Rethel. Comment ça va, monsieur le comte? Comment allez-vous, madame la comtesse? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il pleut beaucoup? On pose des questions un peu personnelles, si vous voulez. Les gens sont tout de suite à l'aise, sont impeccables. Tout le monde connaît tout le monde. C'est pas Domon qui reçoit, c'est pas moi qui reçois. Les amis rentrent chez eux ici. On est chez nous ici. Bonsoir. Comment allez-vous, monsieur Axelos? Vous allez bien? Les amis, quand ils rentrent, ils savent très bien comment va Pedro, Anna, comment va Barbara. Ils rentrent. Anatole n'est pas encore arrivé. Il sort sa veste, il l'arrange. Des fois, je suis là. J'ai l'air bête. Il rentre. Monsieur et madame Gallard, André-Marc Foucault. Bonsoir. Monsieur Frédéric de Tovarniki. Il a un peu de difficulté à se lever. Qui est là? Jean Gallard. Jean Gallard, bonjour. Madame Gallard. Ça arrive une fois, une autre, qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas quelqu'un. Et bon, à ce moment-là, j'essaie de présenter. Mais moi, j'ai pas ce français qu'il faut, j'ai pas ce style, ce petit mot en plus pour présenter les gens. Anatole, lui, il a toujours quelque chose de plus. Il embellit, il meuble la présentation, si vous voulez. Il vient avec les barres ouverts et avec un grand éclat de voix. Ah, voilà, mon bon trait, j'ai pas. Il sort là une appellation énorme que moi, je ne suis pas capable de faire. Il n'y a que Domon qui le fait. Personne d'autre, personne au monde peut faire comme il fait. Alors, vous aurez droit tout à l'heure à du pâté de foie de volaille haché selon les meilleures traditions polonaises et russes. Un peu, dois-je dire, modifié, puisque ici, c'est le Portugal. Viens mon amour, viens mon poussin, comme ça tu vas apprendre comment faire la cuisine. Non, ta cuisine c'est tes oignons, non. Tu t'occupes de ta cuisine, je veux pas. La cuisine c'est ton affaire, c'est pas les miennes. Non, je te connais. Après tu vas me dire bien faire ceci, toi tu t'en fous. Non. Qu'est-ce que vous préférez dans ce métier? Ça bouge tout le temps, même si des fois ça lasse, même si des fois ça agace. La maison est toujours pleine de monde. En principe, moi je fais un plan de table ici, sur le papier, et après je vois à peu près comment les gens sont. Par exemple, s'il y a par exemple une personne qui est là, qui parle avec quelqu'un et que moi je l'ai très loin, à ce moment-là, je fais un petit changement parce qu'il a commencé une petite conversation dans le salon et je ne vais pas la couper à table. L'esprit d'Heidegger. Où ça? Ici, dans ce fauteuil. Je vais vous mettre entre Damien et Deloc. Ça vous va? Très bien. Voilà. Parce que Valérie ne vient pas. Et Anatole n'était pas très content qu'elle ne vienne pas. L'art de recevoir, c'est d'abord de mettre tout le monde à l'aise et de ne pas donner l'impression aux gens qu'on est plus qu'eux, je crois. Il faut toujours s'effacer, je pense. C'est ça la chose importante, ne jamais mettre quelqu'un mal à l'aise.
le prendre tel qu'il est. On ne le corrigera jamais, donc s'il se tient mal, s'il met son couteau comme ça, au lieu de le mettre sur l'assiette, on ne peut pas le faire remarquer. On peut faire le gros yeux, on peut essayer de faire comprendre, mais ça ne sert à rien. Et ça, j'ai remarqué souvent parmi les gens qui étaient invités. Est-ce que ça vous choque? Ah oui, oui, ça me choque. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Je vous souhaite un bon appétit. On y va. Il n'y avait pas de publicité. Allez-y. Ah ben là, hein? Il est bon, hein? Anna, que ça. Fromage pour M. Frédéric, pour M. Tabarniki. Pardon, monsieur. Vous donnez plus d'en... Quand on est venu, il n'y avait pas beaucoup de travail. C'était tranquille, calme, c'était bien. Mais il y a toujours du monde. Toujours du monde. Et plus on en a du monde, j'ai l'impression de perdre un peu de ma puissance, si vous voulez. Parce que finalement, au fond, c'est ma maison. C'est ma maison, c'est mon patron, c'est mon épouse, c'est ma fille. Point. Suzanne, la militante, près de chez elle. Monsieur, c'est Philippin? Non, non. Comment? Vous n'êtes pas Philippin? Philippin, oui. Philippine, si. Oui, merci. Je les reconnais. Voilà. Merci, madame. C'est pour les élections prud'homales. Ouais. Et les immigrés votent. Oui. Depuis déjà une dizaine d'années. D'accord. Voilà. Madame, c'est pour les élections prud'homales. Vous votez pas? Dans la démarche, c'est pour faire voter les gens pour la CFDT. C'est ça, hein? Parce que, bon, dans les élections prud'homales, tous les syndicats sont représentés. Là, vous cherchez les gens de maison, là. Oui, mais comme c'est pas écrit sur leur figure. Les gens de maison, je les reconnais pas, mais les patronnes, je les reconnais. C'est par l'aspect bourgeois, raffiné de la personne. Voilà. Vous avez peut-être une employée de maison qui vote, non? Tous les mercredis après-midi, Suzanne tient la permanence pour les employés de maison à la CFDT. Elle y retrouve ses amies militantes, en particulier Michel Lebescon, qui, comme elle, a été bonne à tout faire chez des particuliers. Tu rappelleras bonjour Suzanne. Bonjour. Ça va, Michel? Ça va. Elle non plus n'a jamais voulu rester longtemps chez le même employeur, de peur d'être exploitée par un engrenage affectif. Tout à l'heure, là, j'ai eu un coup de téléphone, une jeune fille qui travaille. Alors, elle était contente d'avoir trouvé du travail. Elle travaillait, les patrons étaient contents d'elle, ils lui faisaient des tas de compliments. Alors, elle en a fait sans être payée. Et puis aujourd'hui, elle essaye de revenir dessus, puis c'est trop tard. Parce qu'elle a accepté. Et puis, pour revenir maintenant, où on accepte de faire un peu partie de la famille et tout, ils s'imaginent qu'ils peuvent après vous demander n'importe quoi. Ouais. Hein? Oui, très souvent, c'est ce qui arrive. C'est justement le danger qu'il y a dans le travail. Voilà. Oh, mon Dieu. C'est à la dernière minute que moi je m'en suis rendu compte. Je leur faisais confiance. Eux, ils n'ont pas déclaré comme ils se devaient. Et il se trouve que notre contrat, ils préfèrent eux le modifier et me payer encore moins. Alors que normalement, ils ne me payaient déjà pas assez. Alors, je me suis dit, il vaut mieux venir voir. Et je me rends compte que c'était du bluff. Hein. Vous allez les attaquer en prud'homme? Moi, j'avais voulu qu'on les traite à l'amiable. Puisqu'avec tout ce temps que nous avons passé ensemble, mais ils me poussent à bout. Je n'y peux rien. Il faut que je me défende. La maison des Henriet, où ils vivent avec leurs 3 enfants, dont Christelle s'occupe. Lily, viens, je vais te donner une autre tête. Viens. Attends, je couche les enfants, je te rappelle ma poule. Ok? À tout là. On y va, Chloé? Oui, papa, il va te... Louise, viens ici, s'il te plaît, Louise. Louise! Viens ici. Ça suffit maintenant.
J'ai presque gagné. Oh, mon amour. Ça va, bébé? Quand on rentre, le temps qu'elle passe ici est très court, c'est d'un quart d'heure maximum. Et après, elle redescend chez elle, sa vie commence chez elle après. Il arrive même que certains week-ends, les enfants disent on va avoir Christelle, et c'est une interdiction formelle. Les enfants n'ont pas le droit d'aller, Christelle habite en dessous, les enfants n'ont pas le droit d'aller taper à la porte de Christelle pour aller la voir, c'est interdit. Elle est sans sirop, Louise, non? Ah non, j'ai oublié de lui donner son maxi. Attends, je vais lui donner moi, parce que ça c'est... J'ai oublié de lui donner son sirop. Psychologiquement, c'est vachement important. Apparemment, parce qu'elles se sont malades. Où est-ce qu'il est, Maxilaz? Oh, toi alors. On te mangerait. Allez, mon Lily. Allez, bon monsieur, madame Henri, bonne soirée. À demain. Salut Christelle, à demain. Christelle, elle a commencé à travailler pour moi, elle avait 20 ans. Et moi, j'en avais 30. Donc on a 10 ans d'écart. Donc c'est pas une génération complète. Donc elle pourrait être ma petite sœur. Moi, j'en parlerais, je dirais, presque avec de la tendresse. J'en parlerais comme une jeune fille très volontaire, très organisée, à la fois autoritaire et tendre. Quel genre de relation vous avez avec elle? D'abord, j'ai des relations, j'allais dire, de travail. C'est-à-dire qu'on se voit, on se passe le relais, j'allais dire. Elle me dit également les états d'âme de mes filles, quand je n'arrive pas à les saisir très bien. Elle me tire même la sonnette d'alarme quand elle pense que je travaille trop et que je me laisse aller. Puis il y a des moments où, effectivement, on peut avoir des conflits. Comme à ce moment-là, on retrouve nos rôles de patron-employé. C'est pour moi ce qui est le plus pénible à régler. Parce que je pense que c'est plus propre à ma personnalité, mais comme j'ai tendance à marcher énormément à l'affectif, après j'ai beaucoup de mal à recadrer nos relations dans un rapport purement professionnel. Voilà. J'ai un appartement de fonction, je suis quand même bien payée. Bon, on n'est jamais content, on en veut toujours plus, hein. Mais c'est vrai que, bon, il faut pas que je me plaigne quand même. Vous vous sentez domestique? Non, non, pas du tout, je me sens pas du tout domestique. Non, parce que bon, le travail que je fais, c'est comme si que j'étais chez moi et que j'avais des enfants et que j'avais une maison et que je travaillais pas et que je m'occupais de ma maison et de mes enfants. Hein. Salut Christelle. Bonjour, Molly. Ça va? Ça va. Salut Molly, chouchou. Qu'est-ce que tu fais? Elle vient de se casser la figure. Ah bon? Je l'ai posée là. Elle m'appelle Madame Henriet d'ailleurs. Et quand elle me présente à quelqu'un, elle dit « je te présente ma patronne ». Et elle me vouvoie. Mais c'est plus une volonté de sa part. C'est-à-dire que Vincent, lui, je pense qu'il n'accepterait pas qu'on l'appelle Vincent. Mais moi, si elle m'appelait Florence, ça me gênerait pas. Ça me gênerait vraiment pas. Avec Madame Henriet, c'est vrai que la discussion est plus libérale en fin de compte. Je suis plus libérée, c'est plus facile de parler avec elle qu'avec Monsieur Henriet. C'est vrai qu'avec Monsieur Henriet, Monsieur Henriet, il est assez strict, quoi. Il a des principes, bon, chacun est comme il est, quoi. Mais c'est vrai que j'ai plus de facilité à parler avec Madame Henriet qu'avec Monsieur Henriet. Avec Monsieur Henriet, c'est souvent, ça se finit aux éclairs. Donc... C'est vrai, j'ai plus un rapport employeur-employé. Ce qui n'est pas plus facile non plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui est difficile? Parce qu'il y a toujours des petits soucis et on n'a pas envie forcément de les affronter chez soi. On les affronte toute la journée, on se dit, on rentre chez soi, on a envie d'être tranquille. Et là-dessus, Florence a rencontré un petit souci, il faut le régler, ça arrive rarement quand même. Des fois, j'ai même pas le temps de finir ma phrase, qu'il est déjà parti de l'autre côté parce que ça lui a pas plu ce que je lui ai dit. Pas méchamment, mais il va plus partir. En fin de compte, il va se faufiler, il va pas affronter. Et je me dis quand même, un employeur qui affronte pas son employé, c'est quand même un peu grave. Il faut discuter entre nous. Et avec M. Henriet, il part, jamais on finit la discussion, quoi. Parce qu'il pense qu'il a raison. C'est-à-dire que quand il s'en va, moi je le connais Vincent, c'est quand tu lui demandes un truc qu'il pense qui n'est pas justifié. C'est-à-dire quand tu lui demandes, par exemple, une augmentation de salaire, il estime que tu es déjà très bien payé, il a des comparaisons par rapport à ses autres copains qui emploient. Et il estime que, il ne veut même pas discuter avec toi parce qu'il estime que ta demande n'est pas justifiée. Donc il peut pas te dire, il veut pas discuter avec toi, il estime que ça vaut pas le coup. Il discute quand il essaye, quand il n'est pas sûr d'avoir raison, mais quand il est sûr d'avoir raison, il discute pas, Vincent. Mais c'est pareil avec moi. Hein. Logée, Christelle gagne 6 500 francs net par mois. Christelle, je voudrais que tu fasses un tout petit peu gaffe avec le téléphone. D'accord. Et regarde, tu vois, il y a plein d'appels pratiquement tous, ils sont pour toi.
Moi, je comprends que tu téléphones d'ici, parce que tu es là toute la journée, mais fais juste un petit peu attention, quoi. Tu vois? Nelly, qu'est-ce que tu fais, chouchou? Mes employeurs, c'est vrai que c'est des personnes qui me disent pas ce que je dois faire. Oh, c'est vrai, quand il y a quelque chose qui va pas, ils me le disent, que ce soit monsieur ou madame. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, pour l'instant, ça fait 5 ans que je travaille pour eux. Et je suis là encore aujourd'hui, donc je pense que tout va bien. Ah d'accord. Elle a fait 2. Elle a fait 2. 1, 2, 5. C'est Louise qui commence déjà. Je pense que les rapports de Christelle avec mes enfants sont pas foncièrement différents des rapports qu'avaient autrefois les gouvernantes avec leurs enfants. Je pense que ce qui a réellement changé, c'est les rapports que peut avoir Christelle avec nous et les rapports qu'avaient les gouvernantes d'il y a 50 ans ou 20 ans avec leur patron, leur boss. À mon avis, elle peut nous parler et se mettre en colère comme aurait jamais osé parler quelqu'un il y a 50 ans. Et je dis, à la limite, heureusement, parce qu'elle revendique. Et à la limite, peut-être parce que aussi ce métier a pris plus de valeur. Pour Christelle, je veux dire, je crois qu'elle est très fière de ce qu'elle fait. Fille, à tout à l'heure. Je vais faire un petit dodo. Oui? Pour moi, Christelle, elle existe en tant que telle. Et de changer de Christelle, pour moi, ça serait une étape dans ma vie. Voilà. Allez. Hop. À tout à l'heure. Tu fais un petit dodo, Lily, hein, d'accord? Ok? C'est un drôle de métier quand même, parce que c'est très affectif. C'est vrai que ces petites filles, le jour où je partirai, j'en aurai gros sur la patate. Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée et trouvait ça tellement amusant et tout à coup... C'est sûr que je me dis que c'est pas... Je continuerai pas ça encore 5 ans, quoi. Ça, c'est pas possible. Non. C'est trop difficile, quand même. Très jeune, commencer à garder des enfants, de prendre la responsabilité d'une maison. Je pense quand même que vous gâchez un petit peu votre partie de votre vie, quoi. Je pense quand même faire autre chose, construire autre chose, quoi. Plus je m'accroche aux filles, et plus j'aurai du mal à partir. Donc, quelque part, il y a toujours un pas en avant et il y a deux pas en arrière. Donc, mais un jour ou l'autre, il faudra bien que je me décide à faire quelque chose, quoi, à dire bon, stop, c'est fini.